je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. J'en ai pas tourné ces derniers temps, je pense que j'en ai pas fait depuis avril, donc je dois vous présenter tout ce que j'ai regardé au mois d'avril, mai et juin. J'ai décidé de pas tout vous présenter, surtout qu'il y a des choses que j'ai regardées il y a longtemps et dont je me rappelle même plus. Donc j'ai fait une petite sélection des choses dont je voulais vous parler. Donc comme d'habitude dans le bilan culturel, on va parler séries, films et podcasts. On va commencer avec les séries, j'en ai 3 à vous présenter et un truc un petit peu particulier. La première série dont je voulais vous parler, c'est Why Women Kill. C'est une série qui a été réalisée par Mark Cherry, qui était déjà le réalisateur de Desperate Housewives. En fait, c'est une série qui va suivre 3 femmes de 3 générations différentes qui habitent dans la même maison. Donc il y en a une qui habite dans les années 60, une autre dans les années 80 et la dernière en 2019. Et on va suivre ces femmes dans leur quotidien assez différent étant donné qu'elles viennent d'époques différentes où la place de la femme n'est pas tout à fait la même. Dans les années 60, on suit une femme au foyer dont le mari n'est pas super sympa avec elle, elle est assez soumise à lui. Elle va apprendre que son mari la trompe. Dans les années 80, on suit une femme qui vit également en couple, elle est mariée. Elle va apprendre que son mari est homosexuel. Et en 2019, on suit une femme qui est en couple libre. Donc elle est mariée à un homme, mais ils ont le droit d'avoir des liaisons sur le côté. Et elle va ramener dans la maison sa petite amie qui a des problèmes personnels. Donc on a vraiment 3 histoires bien distinctes à toutes les époques. Mais globalement, c'est plus ou moins les mêmes thématiques générales qui sont reprises dans les 3 histoires parce qu'on va à chaque fois parler d'infidélité d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve vraiment le rythme de Desperate Housewives parce que c'est extrêmement dynamique. Il n'y a pas tellement d'épisodes, je pense qu'il y en a 10 et ça se regarde super vite honnêtement parce que dans chaque épisode vous passez d'une femme à une autre et ça s'enchaîne très très facilement. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que ça commence de manière un peu anodine, un peu simple et qu'en fait dans chaque histoire on va creuser quelque chose de plus lourd, un thème un peu plus profond. Et d'ailleurs j'ai pleuré en regardant la série, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout au vu du premier épisode. Je pensais que ça allait être très très léger et j'ai aimé le fait que ce soit plus profond que ça. Globalement j'ai beaucoup aimé les 3 actrices, je trouve qu'elles sont très très bonnes et c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Je sais qu'il va y avoir une saison 2 ou bien qu'elle est déjà sortie, mais je la regarderai. C'est pas sur Netflix par contre, j'ai pas précisé. Moi je l'ai regardée sur RTL Play. Je vous conseille cette plateforme pour les Belges parce que vous avez accès à beaucoup de séries de manière totalement gratuite. Il faut juste se créer un compte, mais après vous pouvez regarder quand même beaucoup de séries. Et donc je l'ai découverte par ce biais parce que je trouvais plus rien sur Netflix à ce moment-là et j'ai vraiment été convaincue. Toujours sur RTL Play, j'ai regardé la série Love Life. C'est une série un petit peu particulière parce qu'en fait, c'est une série dans laquelle on va suivre la vie amoureuse d'une jeune femme qui a entre 25 et 30 ans et chaque épisode va se concentrer sur un personnage, une histoire d'amour. C'est pas toujours forcément une relation amoureuse parce que par exemple il va y avoir un épisode sur sa mère, mais chaque épisode propose une histoire en soi. Donc vous pouvez par exemple regarder juste l'épisode 1, vous avez une histoire qui se clôture à la fin. Il y a juste quelques épisodes qui sont prolongés par d'autres, mais globalement un épisode c'est une histoire et j'ai vraiment aimé cette série parce que déjà c'est Anna Kendrick qui joue le personnage principal et je la trouve vraiment géniale dans ce rôle, j'aime beaucoup cette actrice et en plus de ça ça traite quand même de thématiques très contemporaines, ça traite d'histoires qui peuvent parler je pense à énormément de gens. Ce que j'ai ressenti avec cette série c'est qu'à chaque fois que je suivais un épisode où on présentait une nouvelle histoire d'amour de notre personnage, j'étais investie dans cette histoire d'amour et puis au final j'étais triste que ça se finisse. Donc on ressent quand même des émotions assez contrastées et ouais, une chouette série. Honnêtement, ça se regarde très très bien, les épisodes font 30 minutes et moi j'ai passé un super moment. Au niveau des séries Netflix, j'ai regardé Le Serpent. Je l'ai regardé parce que l'acteur principal c'est Tahar Rahim et parce que mon frère, ma maman et ma petite sœur m'ont vraiment conseillé de la regarder.
à la base, je n'allais pas la regarder parce que j'avais entendu Cathy Mullen, qui est une journaliste ciné-série belge, qui avait dit qu'elle avait pas trop aimé la série. Donc je me suis dit, bon, je vais pas tenter. J'avais encore des souvenirs un peu mitigés de la précédente série Netflix avec Tahar Rahim, qui est Dit et Dit. Et donc je voulais pas forcément me lancer. Mais finalement, j'ai franchi le pas et je ne regrette pas parce que j'ai passé un très bon moment. C'est une série que j'ai regardée avec mon copain et lui a plus aimé que moi encore. Moi, j'ai certaines petites réserves, mais dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé que c'était très qualitatif. Ici, pour l'histoire, on est avec un homme qui se fait passer pour Alain. C'est son nom d'emprunt. On est dans les années 70 en Asie, mais plus particulièrement en Thaïlande. Et cet homme, ce Alain, va escroquer des jeunes touristes qui partent à l'aventure avec leur sac à dos en Asie en faisant un trafic de pierres précieuses. Et en parallèle, on va suivre un jeune diplomate hollandais qui va remarquer que un couple de Hollandais a disparu depuis plusieurs mois et qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Donc il va chercher ce qu'ont pu devenir ces jeunes gens. C'est une histoire qui est basée sur un fait réel. Et honnêtement, ça fait froid dans le dos. Les épisodes sont très bien faits. Tahar Rahim est excellent dans ce rôle parce que, je sais pas, il l'interprète tellement bien. Il colle vraiment bien au personnage et ouais, il est pas très sympathique dans ce rôle-là. J'ai regardé la série en VO, je regarde de manière générale toutes mes séries en VO. Ici, j'ai trouvé qu'il y avait un petit couac. Tahar Rahim joue une personne qui a grandi en France, etc. Donc lui, il y a plusieurs passages où il parle français. Par contre, il est en couple avec une Québécoise, soi-disant, qui est interprétée par une Anglaise. Comment vous dire que quand ils discutent à deux en français, je comprenais rien à ce qu'elle disait. Et je me suis dit, c'est dommage, on aurait quand même pu prendre une Canadienne, une Québécoise pour jouer ce rôle. C'est pas si compliqué à trouver. Et ça donnait lieu à certains échanges assez particuliers parce que il parle en français, elle déjà elle a pas d'accent québécois, bon soit en soi c'est pas grave, mais elle parle pas bien français et donc on ne comprend pas ce qu'elle dit. Et en fait il y a plein de scènes où ils sont à deux et où ils vont parler tout le temps en anglais. Il y a plein de scènes qui se passent à Paris où les personnages parlent en anglais entre eux et je me disais ça n'a pas de sens. Et où qu'ils aillent, dans n'importe quel pays, ils sont en Thaïlande, ils doivent aller voir la police, tout le monde parle super bien anglais. Je pense que ça c'est un peu des facilités scénaristiques. Et je pense que c'est une série qui est destinée principalement à des Américains et donc sans doute qu'ils avaient envie d'avoir cette facilité de la langue. Ça m'a un peu gênée parce que j'ai pas trouvé ça extrêmement crédible, mais voilà, c'est un détail. Sinon c'est extrêmement bien interprété, c'est assez rythmé même si ça tire un petit peu en longueur sur la fin, mais j'ai aimé le fait que ce soit tiré de faits réels parce que je ne connaissais pas ce fait divers, cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de l'avoir mis en lumière. Donc si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu enquête où vous suivez quelqu'un qui est un peu dérangé mentalement, ça peut vraiment vous plaire je pense. Et dernière chose dont je voulais vous parler dans les séries, c'est que j'ai regardé l'épisode spécial de Friends qui est sorti très récemment. C'est un épisode en fait à la croisée entre un talk show et un reportage documentaire parce que d'un côté, on va suivre les amis, je sais pas comment traduire ça, on va suivre les acteurs qui viennent sur un plateau télé avec un présentateur qui leur pose des questions, ils parlent de leurs souvenirs, et on les voit également retourner sur tous les lieux de tournage, dans l'appartement de Monica et Rachel, dans le Central Perk, et bref, c'est une sorte de pèlerinage de leur lieu de travail passé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a tout un passage où des fans de Friends vont prendre la parole et vont expliquer pourquoi est-ce que cette série a changé leur vie. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. C'est un moment qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux parce que ça prouve à quel point cette série a pu fédérer des gens. Peut-être que parfois l'épisode était un peu too much, mais ça je pense que c'est très américain, les émissions de télé où ça sonne un petit peu faux pour en avoir déjà vu certains extraits sur internet. Je pense que ça se fait comme ça là-bas, peut-être que chez nous c'est un peu moins courant. Mais j'ai aimé revoir les acteurs, on en voit d'autres qui avaient des seconds rôles. J'ai aimé la manière dont cet épisode a été construit, je me suis jamais ennuyée, je l'ai trouvé très bien. Et j'ai replongé dans Friends.
Je ne me refais pas toute la série, ce que je fais c'est que par saison, je regarde environ 5 épisodes, je choisis mes épisodes préférés, mais j'ai pas pu résister. Donc j'ai replongé la tête la première et j'ai recommencé à regarder Friends pour la 4e fois. On va maintenant passer au film parce que je suis retournée au cinéma et j'ai été voir 2 films. Le premier, c'est un film danois dont on a énormément entendu parler, c'est le film Drunk avec Mads Mikkelsen. C'est un film qui a gagné pas mal de prix, notamment aux Oscars et aux Césars. Et j'avais hyper envie de le voir parce que j'en avais entendu que des critiques très très élogieuses. Le principe de ce film est un peu particulier. On va suivre une bande de 4 amis adultes, ce sont uniquement des hommes et ils ont la quarantaine, je dirais. Et ils vont partir du principe que à la naissance, on a un déficit d'alcool et que donc on devrait toujours, pour se sentir bien, avoir un certain dosage d'alcool dans le sang. Donc on devrait tout le temps être en état de très 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 légère ébriété pour pouvoir profiter complètement de notre vie. Et on va les suivre dans cette expérience, c'est-à-dire que tous les jours avant d'aller bosser, ils vont boire un petit peu, ils vont avoir une gourde avec de l'alcool dedans et ils vont boire constamment au fur et à mesure de la journée pour voir ce que ça fait. Et ça fait que ça améliore sensiblement leur vie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là, j'espère que ça va aller et que ça ne va pas faire l'apologie de l'alcool pendant 2 heures. Heureusement, le propos est vraiment nuancé, je trouve. On n'est pas sur l'alcool c'est super ou bien l'alcool c'est affreux. Je trouve que c'est quand même bien amené et alors les acteurs sont incroyables. Les 4 amis là, c'est vraiment génial. J'ai aimé l'esthétique du film, j'ai aimé les messages du film. J'ai adoré la dernière scène qui, à mon avis, va devenir une scène culte. Et bien qu'au tout début, j'ai été un peu crispée sur mon siège en me disant « Ah, je me demande quel va être le message final de ce film », j'en suis ressortie tout à fait convaincue. Le seul truc que je comprends pas, c'est que beaucoup de gens dans la salle de cinéma explosaient de rire et moi je trouve que c'est plutôt un drame qu'une comédie et donc je ne rigolais pas du tout parce que j'étais plutôt triste en fait que joyeuse à ce moment-là en regardant ce film. Je trouve que les messages véhiculés ne sont pas forcément hilarants. Mais en tout cas, c'est un film qui, à mon avis, va encore beaucoup faire parler de lui. Et c'est un film que j'ai trouvé très bon. Dans un tout autre registre, j'ai été voir Conjuring 3 au cinéma. Je vais pas en parler trop parce que c'est un 3e volet d'une saga. Donc si vous n'avez pas vu Conjuring 1 et 2, ça n'a pas beaucoup de sens de vous parler en long et en large de Conjuring 3. En gros, les histoires de Conjuring, c'est toujours des histoires de maisons hantées par des esprits. Et on va suivre le couple des Warren qui ont certaines prédispositions pour communiquer avec l'au-delà, pour comprendre les esprits et pour pouvoir les arrêter. Et ce 3e film commence par une scène d'exorcisme assez terrifiante. Un petit garçon qui est hanté par un esprit, qui est habité plutôt par un esprit, et les Warren vont essayer de le libérer de cet esprit. Et les choses vont se passer un petit peu différemment. En fait, c'est assez différent, je trouve, des 2 premiers films de la saga, parce que les 2 premiers étaient vraiment clairement très horrifiques. Ici, je trouve que ce 3e film fait un petit peu moins peur, et qu'on est plus dans une enquête. Déjà, on se concentre beaucoup plus sur les Warren que sur les autres personnages, tandis que dans les 2 premiers films, c'était pas le cas, on se concentrait plutôt sur les familles, et les Warren arrivaient après pour aider. Ici, c'est eux les héros et c'est eux qui vont mener une enquête et on va les suivre dans tout leur parcours. Ça fait pas super peur parce qu'il y a quelques moments qui sont censés nous effrayer et nous saisir, mais ils sont toujours un petit peu attendus parce qu'on a le zoom sur la tête du personnage qu'on suit, ou bien on voit rien autour, donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose qui va faire peur. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, j'ai pas été complètement effrayée, et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on attend quand on va voir ce genre de film. Mais si vous aimez Conjuring 1 et 2, je pense que ça devrait vous plaire. Si vous n'aimez pas les films d'horreur, passez votre chemin, je crois que ça vous plaira pas du tout. Ensuite, je vais vous parler de 4 films que j'ai vus, mais donc pas au cinéma. J'en ai sélectionné 4, j'en ai vu plus, mais il y en a pour lesquels j'avais absolument rien à dire. Et en fait, par hasard, il se trouve que ces 4 films français, j'ai regardé aussi des films américains, mais c'est juste qu'ils m'ont moins marqué. Le premier, c'est Amanda. Je vous ai déjà dit, je pense, dans un bilan culturel, que j'adorais Vincent Lacoste. Et dès que je vois qu'il y a un film avec cet acteur à la télé,
automatiquement je le regarde ou je l'enregistre. Et ici, Amanda est passée en avril, je pense. Et j'ai tout de suite voulu le regarder parce que déjà quand il était sorti au cinéma, il m'intéressait. L'histoire est bien plus dramatique que ce que je pensais, mais je vais vraiment pas vous en révéler beaucoup parce que je trouve qu'il faut le découvrir sans savoir quel est le thème principal du film. En gros, on va suivre un jeune homme qui est interprété par Vincent Lacoste, qui mène une vie assez tranquille, il se pose pas trop de questions, il vit sa vie au jour le jour, tout se passe globalement bien pour lui, et il a une grande sœur avec qui ils s'entendent très très bien, ils sont très proches, et sa sœur a une fille qui s'appelle Amanda. Elle élève sa fille seule, et à cause de certaines circonstances, il va se retrouver à s'occuper d'Amanda tout le temps, alors que il est assez jeune, qu'il n'est pas très responsable, que lui, il avait sa vie de son côté, et d'un coup, il va devoir s'occuper de sa nièce à temps complet. Et c'est vraiment une relation très forte qui se noue entre eux. Ils avaient déjà une très belle relation avant, mais là, par la force des choses, ils vont vraiment se rapprocher et se souder. Et c'est un film qui traite d'un thème vraiment difficile, mais je trouve que ça a été bien tourné parce qu'on n'est pas dans le misérabilisme, on n'est pas dans le pathos, et on est tout en pudeur, et on est dans l'intimité, et en même temps, il y a des messages d'espoir, et j'ai trouvé que c'était un film vraiment réussi. C'est beaucoup plus triste que ce que je pensais, mais la manière dont les choses ont été amenées par le réalisateur fait que on tient le coup et qu'on n'a pas envie de s'écrouler en larmes en regardant le film. Et surtout, c'est super bien interprété, que ce soit Vincent Lacoste ou la jeune actrice qui joue Amanda, je suis désolée, je ne sais pas son nom, je vous l'écrirai ici. Les deux sont impeccables et la relation entre eux marche très bien. J'ai quand même mis un film que j'avais pas aimé dans cette sélection, c'est le film Thérèse Raquin, le film des années 50 avec Simone Signoret. J'avais très envie de le voir depuis longtemps parce que Thérèse Raquin, c'est un de mes romans préférés et il est passé sur Arte, donc je l'ai regardé. Mon Dieu, quelle déception. Thérèse Raquin, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Thérèse Raquin, qui a épousé son cousin Camille par dépit. Elle ne l'aime pas, mais c'était les choses à faire. Voilà, on lui a un peu imposé ça. Elle épouse Camille, son cousin, mais qui est constamment malade. Donc c'est pas quelqu'un de très vif, c'est pas quelqu'un de très dynamique, il est tout le temps souffrant, il est tout le temps au lit, et leur relation est complètement platonique et vraiment pas passionnée. Et un jour elle va tomber sur un homme qui s'appelle Laurent, et les choses vont pas mal changer pour elle. Quand je l'ai commencé, je me suis dit bon, j'imaginais pas forcément les personnages comme ça, etc., mais j'accepte. Laurent, je me suis dit, ouais, je trouve qu'il correspond pas du tout à ce qu'on nous présente dans le livre. Et alors le coup de grâce, ça a été que l'élément central de Thérèse Raquin, que je ne vais pas vous révéler, mais donc l'action qui va enclencher toute la deuxième partie, a été modifiée. Et là, j'ai vraiment pas compris. Ils nous ont fait un mélange entre Thérèse Raquin et la bête humaine. Et à partir de là, en fait, on va supprimer toutes les thématiques importantes de Thérèse Raquin, la culpabilité en tête de gondole, mais on part sur quelque chose de complètement différent et qui n'a rien à voir avec le roman. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Ok, quand tu adaptes un roman, tu peux prendre certaines libertés, tu peux te dire ah tel élément pour moi c'est pas super important, ou bien je vais plus accentuer sur ça. C'est la liberté du réalisateur, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi s'emparer d'un roman et changer la trame narrative, et changer l'intrigue, et changer en fait toute la deuxième partie? Et à partir de là, j'ai complètement décroché du film, et je trouve que l'œuvre de Thérèse Raquin perd toute sa saveur à cause de ce film. Donc si vous ne connaissez pas Thérèse Raquin, penchez-vous sur le roman, mais je vous conseille vraiment pas de vous pencher sur le film. Et en plus, je le regardais avec mon copain, et ce qui m'énerve, c'est que lui n'a jamais lu le roman, et que donc il a eu une vision faussée de ce que c'est Thérèse Raquin. Et donc moi, je lui racontais tout, je disais mais non, là c'est pas comme ça, là c'est comme ça, parce que Thérèse Raquin, je l'ai lu beaucoup de fois, parce que j'ai fait mon mémoire en partie sur Thérèse Raquin,
C'est un roman que j'ai beaucoup lu et donc je lui dis à chaque fois mais non non là c'est pas comme ça normalement et il se passe ça et puis il se passe ça et on retrouve rien de ce qui moi m'a chamboulé quand j'ai eu Thérèse Raquin pour la première fois dans ce film. Donc c'est assez dommage. Autre film que j'ai regardé, c'est Comment c'est loin. C'est un film qui a été écrit, réalisé par Orelsan et qui met en scène Orelsan et son ami Gringe. Ce sont deux rappeurs. Gringe, je le connais très mal, je le connais que par le biais d'Orelsan. Et même Orelsan, je connais un petit peu, mais pas très bien. Ça va nous parler un petit peu de leur vie, mais mêlé à de la fiction. C'est une sorte d'autofiction, parce que il y a certains éléments qui, à mon avis, collent à leur vie réelle, et puis tout est un petit peu mis ensemble pour former une histoire. Aurélien est un jeune homme qui travaille la nuit dans un hôtel avec un patron complètement débile et puis qui est pas super respectueux avec ses employés. Et quand il rentre chez lui, ben, il retrouve son ami Gringe, qui est un gros glandeur. Et en fait, ça fait des années que tous les deux, ils essayent de percer dans la musique, dans le rap, et que ça ne fonctionne pas. Et leur producteur va leur laisser 24 heures pour produire une chanson et pour sortir quelque chose, sinon ils arrêtent tout. Et alors, on va les voir essayer de produire quelque chose de qualitatif et essayer de faire une chanson qui pourrait fonctionner. C'est ce que je vous dis, donc ça fait fortement écho aux deux rappeurs, surtout qu'ils jouent toujours de cette image extrêmement flegmatique, en tout cas Orelsan, il joue toujours avec ça. Rien que le titre, Comment c'est loin, ça vous montre bien cette idée de flemme. Et quand je pense à Orelsan, je pense flemme. Et donc je trouve que ça colle parfaitement à ça. Peut-être que si vous connaissez pas du tout les rappeurs, ça peut un petit peu vous paraître inintéressant, je ne sais pas. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa à regarder et j'adore parce que c'est toujours ponctué de leurs chansons. Il y en a plein que je connaissais pas et donc moi j'ai passé un chouette moment. C'est pas le film de l'année, mais si le sujet vous intéresse, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est Le Mystère Henri Pic, qui a été adapté d'un roman de David Fuenquinos que je n'ai pas lu, mais j'avais envie de regarder le film. C'est un film qui se passe dans l'univers littéraire. On va suivre Fabrice Lucchini, qui joue un critique littéraire, qui anime sa propre émission, un petit peu à la François Bunel et la Grande Librairie, à part qu'il est extrêmement hautain et très élitiste. Et on va suivre une jeune éditrice qui a pour compagnon un homme qui a écrit un primo-roman qui a moyennement fonctionné et que Fabrice Lucchini n'a pas voulu lire. Et cette jeune éditrice, elle va aller en Bretagne, chez ses parents, dans sa maison de famille, et elle va tomber en fait sur une bibliothèque qui comprend une pièce avec uniquement des manuscrits qui ont été refusés par les éditeurs. Et là-bas, elle va tomber sur une vraie pépite. Elle tombe sur un roman qui a été écrit par un homme du village, un pizzaiolo, et qui se révèle être un chef-d'œuvre de la littérature, et donc elle le fait publier. Et tout ce phénomène de le pizzaiolo du village a écrit un roman extraordinaire, ça va gonfler et ça va intéresser le présentateur qui n'y croit pas du tout. C'est pas possible que cet homme ait écrit ça. Il va mener l'enquête et il va se retrouver confronté à la fille de ce pizzaiolo. Donc lui, il est décédé et elle est interprétée par Camille Cotin. Et à deux, ils vont mener l'enquête pour comprendre comment cet homme a pu en arriver à écrire ça. Ce que j'ai aimé dans ce film, déjà c'est le duo d'acteurs et puis c'est le fait que ça prenne un point de vue un peu enquête. J'ai trouvé que c'était assez chouette. En plus, on est dans des super beaux paysages. Je pense qu'on est en Bretagne dans mon souvenir. Donc on a tous ces chouettes paysages et l'enquête est assez rythmée, c'est assez sympa. J'ai aimé que ce soit un film qui se passe dans le monde littéraire, mais c'est aussi ce que je déplore un petit peu parce que je trouve qu'on tombe dans certains travers de littérature très élitiste, parce qu'on comprend très bien que dans ce film, ce qu'on considère comme de la littérature, c'est uniquement la littérature blanche. Et on en a un exemple très parlant. À un moment, on voit un club de lecture où les lectrices lisent du polar et on nous explique vraiment que le polar, c'est pas de la littérature. Et je me suis sentie vexée à ce moment-là parce que je lis du polar, j'estime pas être complètement neuneux, et quand bien même on lit ce qu'on a envie de lire quand même.
Et je ne vois pas qui a le droit de hiérarchiser la littérature. Ok, ça c'est de la grande littérature. Ça pas vraiment, c'est pas génial de lire ça. Cet aspect-là m'a vraiment gênée. Et il est présent dans le roman. Pareil pour cette sorte de discrimination envers ce pizzaiolo. Ah ben, il est pizzaiolo, comment est-ce qu'il aurait pu écrire un truc aussi bien? C'est pas possible. Et j'ai parfois trouvé ça un peu prétentieux, un peu pompeux. Et ouais, cet aspect-là m'a quand même gênée. Alors la fin un peu tirée par les cheveux. Et la dernière scène, j'ai pas hyper bien compris, donc j'avais été voir sur internet. Apparemment c'est plus clair dans le livre. Mais maintenant que j'ai vu le film, je pense pas lire le livre parce que j'ai pas assez aimé le film pour lire le livre par la suite. Quand je le fais dans ce sens-là, c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé le film. Sinon, je m'intéresse même pas au roman. Et on va terminer avec un podcast. J'en ai qu'un à vous présenter parce que globalement, j'ai tout le temps écouté les mêmes des podcasts que je vous ai déjà présentés précédemment. Ici, on va parler d'un podcast d'art qui s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte. Bon, le nom n'est pas hyper glamour, mais le contenu est hyper intéressant. Et puis le nom est assez interpellant parce que il exprime quand même bien ce qu'on va trouver dans ce podcast, parce que c'est un podcast qui va parler d'art, mais dans un prisme féministe. C'est-à-dire que on va un petit peu s'interroger sur l'art occidental de manière générale, tout en ayant des réflexions très modernes, notamment au niveau du féminisme. J'ai pas du tout écouté tous les épisodes pour l'instant. J'ai écouté l'épisode sur Pablo Picasso qui m'a fait froid dans le dos. Et j'ai écouté les 2 épisodes sur Frida Kahlo. Et je trouve que le contenu est extrêmement riche parce qu'on a la personne, je suis désolée, qui crée le podcast, je ne me rappelle plus de son nom, qui nous raconte tout ça. Elle a fait des études d'histoire de l'art. Et on a plein de personnes autres qui viennent donner leur point de vue sur la thématique. On interroge vraiment des spécialistes et c'est hyper chouette parce que c'est entrecoupé de musique très moderne. Exemple, dans le podcast sur Frida Kahlo, un moment vous entendez du Britney Spears. Et moi, c'est le genre de mélange des genres que je trouve absolument génial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu une de ces séries, un de ces films, si vous avez déjà écouté ce podcast. Et comme d'habitude, je suis preneuse si vous avez des suggestions à me faire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!